Bonsoir à tous, merci à tous d'être là. Happy Brexit. Happy Brexit à tous. La joyeuseté de ce moment ne doit pas vous faire oublier les règles de civilité et entre autres de couper vos portables pour éviter les concertos intempestifs. C'est donc le premier entretien de l'année. Je suis ravi que vous ne soyez pas trop lassés de l'exercice de mes péroraisons, car je vais au moins vous les infliger encore pendant un an. Et à titre personnel, je suis très heureux au moins de commenter le Brexit. Je l'ai légèrement attendu, vous aussi certainement. Mais là, ça va être un véritable plaisir, surtout quand on a pu partager des moments avec les camarades le soir du Brexit, ce qui m'a énormément touché, et de voir notre héros à tous, sur lequel je reviendrai, le grand Nigel, quitter le Parlement européen sous ces mots extraordinaires « No more Guy Verhofstadt ». Voilà, qui est quand même, qui a le visage radieux de l'Europe nouvelle. Voilà. Chers amis, commençons. Pierre-Yves Augeron, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons avec plaisir pour un nouvel entretien, ce début d'année 2020. On vous souhaite une excellente année à vous et à votre équipe, au passage. Merci. Et on commence avec les actualités du Cercle Aristote. Alors, l'actualité du Cercle elle va être extrêmement chargée cette année, vu que nous sommes dans une année de mutation. Donc, vous allez apprendre petit à petit nos nouveaux projets, auxquels j'espère certains d'entre vous participeront. Pour ce qui est de l'immédiat début d'année, il va y avoir avant tout deux changements, deux légers changements. Le premier, qui concerne vraiment notre organisation au sens premier du terme. Le premier, vous nous faites confiance pour vous donner les meilleurs ouvrages possibles. Malheureusement, c'est vrai, le fait de tourner avec des bénévoles et d'avoir quelques ennuis, disons des ennuis que comme toute petite entreprise ou toute petite association peut en avoir, de logistique, a retardé des envois, et ça je m'en excuse auprès de vous tous. Maintenant nous allons essayer d'être beaucoup plus rapides. Ça va nous obliger, pour ceux qui demandent des envois très rapides, à proposer tout simplement que vous participiez aux frais de port, car avant ils étaient totalement offerts. Donc voilà, si vous voulez, nous pouvons y mettre du nôtre, il faut aussi que chacun y mette du sien. Le second, c'est par rapport à nos systèmes de contact et d'envoi. Il va falloir que tous nos amis se réinscrivent via nos sites. Les procédures vont, j'espère, s'afficher via mon équipe technique sur cette vidéo, et que vous fassiez, pour rester en contact avec nous, la démarche d'une reprise de contact. Voilà, c'est pour les obligations légales et particulièrement les obligations communautaires. Je m'en excuse, les prochaines actualités seront beaucoup plus sexy. Je vous les donne dans l'ordre. Nous allons avoir un partenariat structurel avec une maison d'édition, disons, beaucoup plus lourde que l'était Perspective Libre, qui est une maison associative. Donc vous trouverez certains de nos ouvrages dès cette année en librairie. Vous allez, entre autres, être témoin de la publication de nos au moins 6 à 7 premiers ouvrages, et j'espère 10 cette année, avec nos amis des éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous aurez de nouveaux ouvrages Perspective Libre. L'Institut Jean Bodin, dont je vous parlais, va prendre forme. Beaucoup de choses vont prendre forme cette année. Au passage, j'ai été particulièrement touché de tous les vœux que j'ai reçus en fin d'année, parce que ma situation est difficile, je ne vous l'ai jamais caché, parce que je ne veux pas qu'à un moment vous trouviez ici porte close sans en avoir été prévenu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais les menaces sur ma personne, au-delà d'autres menaces plus rigolotes qui elles viennent des milieux d'ultra-droite et qui se sont fait jour en toute fin d'année 2019 au moment des fêtes de Noël, mais en tout cas les menaces structurelles sont toujours là, mais même si certaines choses se dégagent. Néanmoins, je vous dois
la vérité. C'était tout, allons-y. On va commencer avec un gros dossier général intitulé Macron et les Français, dans lequel on va surtout parler d'abord de la réforme des retraites, des manifestations afférentes, puis de quelques cas au fur et à mesure de votre développement éventuellement. Alors, les manifestations des retraites sont l'échec, là pour le coup consommé, et croyez bien que je le regrette, du mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que c'est le retour en force des institutionnels et particulièrement des syndicats. Évidemment, la presse patronale, je pense au Point particulièrement, joue le jeu en disant la CGT ruine la France. Vous savez, avec ce monsieur Martinez, qui est un peu la version super saiyenne de Dupont et Dupont, vous voyez, la version énervée et Sangokuesque des détectives de Tintin. Alors que la CGT était totalement au courant de la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que la réforme des retraites est une réforme communautaire. La preuve, l'Union européenne l'a revendiquée, à tel point que M. Thierry Breton, qui ne nous manquait pas nécessairement, mais qui est réapparu, nous a fait savoir depuis Bruxelles que la réalisation de cette réforme était une condition de crédibilité pour le petit. Ça, si vous voulez, tout propriétaire de chien, c'est ce que c'est, ça, c'est un tour de laisse, vous voyez ? Enfin. Dans ce cadre communautaire, ce qu'on appelle les GOPE, mais qui ne sont qu'une partie de la documentation communautaire, est donné aux États membres, c'est-à-dire, voilà, tu vas devoir faire ça, 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 et les partenaires dits sociaux des États membres participent aux réponses écrites des gouvernements. Donc la CGT était totalement au courant. Elle est juste là pour, disons, à la fois rehausser un petit peu son lustre qui en avait bien besoin, et faire ce que Charles Péguy appelait du lutisme de classe. C'est-à-dire, on va vous occuper. Avec le syndicat jaune, la CFDT, qui repeint les chaînes en rose bonbon, et la CGT, qui est le syndicat jaune pâle, qui fait semblant de résister. Tout ce petit monde-là va faire semblant, c'est d'ailleurs en train de s'effondrer doucement. Et bien sûr, la réforme, sans l'âge pivot qui finalement n'apportait rien et qui n'est rien de plus qu'une fausse reddition d'une fausse négociation. Alors maintenant, les fils commencent à se voir, c'est moins bien fait que dans le temps. Mais ça, pour enrhumer du crétin, ça fonctionne encore relativement bien. Bon. Là où ça pose un véritable problème, c'est que nous n'arrivons pas à faire entendre le lien incestueux entre la Confédération européenne des syndicats et la CGT, qui est le nœud de toute cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de partenaires sociaux en France. Il y a des laquais d'organismes supranationaux. Les syndicats français, mais on peut parler également du MEDEF français, qui est lui-même une section du MEDEF européen. Même s'il essaye de redorer son lustre avec un patron un tout petit peu moins carnassier et un tout petit peu plus sympathique que ne l'était Ernest-Antoine Selière, ce qui n'est pas bien compliqué, et que ne l'était l'inénarrable et ectoplasmique Madame Parisot. Mais tout ceci, malheureusement, un théâtre d'ombre. Pourquoi malheureusement ? Parce que quand l'institution recule dans sa définition, politiquement, c'est la violence qui avance. Parce que si chaque institution, l'être humain est une machine à créer des institutions, justement pour faire reculer une part de bestialité. Si toutes ces institutions sont vérolées, malheureusement, eh bien, ce sont d'autres voies de dialogue historique, dont la violence. Que je n'appelle à rien, vous m'entendez bien. Mais c'est un constat. Comme tout le monde ment, mais malheureusement, ce sera le fait de trancher le nœud gordien, c'est l'acte physique qui va révéler une part de vérité, dans un réel où tout est devenu faux. Je ne vous parle pas du syndicaliste de base. Malheureusement, par défaut de travail, par le fait tout simplement que c'est un travailleur comme les autres et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et par le fait qu'il croit à la parole de ses chefs, parce qu'il en a besoin. On aime d'un côté
dans un collectif, croire en la parole du mec de votre N+1 ? Eh bien, lui est relativement innocent. Le vrai problème, c'est au niveau de la centrale, où tous ces gens-là le savent. À tel point que ça donne des situations ubuesques. Je vais vous donner l'exemple de la CFTC, Confédération des travailleurs chrétiens. L'intellectuel organique de la CFTC est un intellectuel souverainiste de renom sur les questions sociales. Mais vous voyez, ce sont des gens qui sont capables de demander à quelqu'un d'écrire pour eux et de ne pas lire après ou de ne pas comprendre. Vous arrivez dans une société entière de double standard et de double discours, ou de double regard. Ben malheureusement, ce type de société dont nous avons connu en Europe de l'Ouest, enfin, pour une partie en tout cas en Europe de l'Ouest, un exemple relativement récent qui était les sociétés soviétiques, ça se termine relativement mal. Quand ne pas voir ce qui est une voie d'accès à l'être social, ça se termine mal. Le président Macron doit, en réalité, le but de cette réforme est d'obéir au projet européen qui est tout simplement de prendre la main sur les produits d'épargne des retraités. D'où l'arrivée de BlackRock. C'est très drôle d'ailleurs. Pourquoi BlackRock ? Pourquoi pas Morgan ? Pourquoi pas GS ? Pourquoi BlackRock ? Tout simplement parce que BlackRock était déjà en gestion en liaison et en négociation avec la Commission pour ça. Parce que comme la Commission européenne n'avait pas les moyens techniques de faire ces produits d'épargne pour retraités, elle a demandé à des gens qu'elle estimait être des spécialistes. C'est pas la première fois qu'elle le fait. Quand il a fallu installer l'euro dans différents pays, et pas uniquement en Grèce, chez les méchants Grecs, qui ont, vous savez, ils ont truqué leurs comptes. Les salauds, franchement. Alors que nous, à Bruxelles, truquer des comptes, voyons. Et pourquoi pas truquer des taux d'alcoolémie pendant qu'on y est ? Franchement dit. Eh bien, on avait fait appel à Goldman Sachs, y compris pour la France. Parce que Goldman Sachs avait les meilleurs techniciens financiers à l'époque. Elle en a d'ailleurs de beaux restes. BlackRock, là encore, BlackRock n'est pas... Attention, BlackRock n'est pas l'ordonnateur. BlackRock est à la fois le conseiller, l'influenceur, l'exécutant et le bénéficiaire partiel. Là, vous êtes dans le monde de la gouvernance bruxellois. C'est-à-dire d'une sorte d'inceste institutionnel généralisé, où tout est dans tout et où rien n'est dans rien. C'est pas BlackRock qui a ordonné, c'est l'Europe qui veut et qui demande à BlackRock. C'est comme pour les flux de migrants. Soros n'a rien voulu. La Reichschancelière a voulu et Soros a fait parce que la Reichschancelière est incapable, tout simplement. L'ouvrage de Thibaut Carlerzin le démontre assez facilement. Une fois tout ce théâtre d'ombre, qu'est-ce qui reste d'important dans ce qui s'est passé ? Ben, je vous dirais une sorte de relent d'un corps qui était pourtant un corps soumis jusque-là, qui est le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est opposé lourdement à Emmanuel Macron sur plusieurs dossiers majeurs en quelques jours, dont la réforme des retraites. Je vous invite à regarder ne serait-ce que les attendus du Conseil d'État, ils sont d'une redoutable violence. Projet mal préparé, négociation bâclée, chiffrage hasardeux. Alors, il faut être tout à fait précis. Il n'y a pas d'accusation d'avoir caché des données, mais plutôt de les avoir mésinterprétées. Ne serait-ce que le financement. La réforme des retraites, enfin les financements des retraites, a été prévu par les réformes précédentes. Il y a des caisses qui ont déjà été mises en place. Il y a des fonds disponibles. En plus, le Conseil d'État critique le principe de la retraite à points. Pourquoi ? Parce que le vrai problème de la retraite à points, c'est qu'il demande une confiance institutionnelle entre gouvernants et gouvernés qui n'existe plus.
Parce que techniquement, tout simplement en faisant baisser la valeur de votre point de retraite, on peut faire baisser le montant de votre retraite, tout simplement. Donc, ce n'est pas que le système à points est obligatoirement condamnable. Le problème, c'est qu'il vous demande d'avoir en face de vous des gens honnêtes qui vous disent « nous allons garantir le point et nous allons nous y tenir ». Le souci, c'est, voilà, la confiance qu'intime Édouard Philippe est tout à fait relative, on ne va pas se mentir. Et en réalité, le vrai problème, ce n'est pas le dispositif technique sur lequel je vais revenir, c'est l'effondrement de la confiance avec les gouvernants. Parce que je vous le dis sincèrement, nous devons, nous, camp souverainistes, réfléchir au système des retraites. Je vais vous dire pourquoi. Nous n'échapperons pas à une guerre générationnelle, ne serait-ce que dans nos rangs. Toute une partie de la génération des nés en 80 ne supportera pas de devoir, je vous rappelle que la génération 68, c'est-à-dire de gens aussi sympathiques que Romain Goupil, vous voyez déjà, alors que je dois avoir quelques cathotrapes dans la salle, l'opinion pour l'euthanasie vient de prendre 3 points en un seul nom. Et encore, je m'échauffe. Les 68ards arrivent au 4e âge à partir de 2020. Je vous rappelle que les dépenses de santé d'un être humain pour plus de 70% sont dans les 3 dernières semaines de sa vie. Donc c'est là où ils vont coûter le plus cher. Je ne dis pas privatisation, certainement pas, vous me connaissez. Je ne dis pas capitalisation, je dis qu'il va falloir réfléchir parce que ça ne poserait pas de problème si cette génération n'avait pas vendu le pays. Mais chez les générations plus jeunes, il y a quand même une envie, peut-être pas de vengeance, mais il y a une envie de compensation. Et à titre personnel, payer le 4e âge de Serge Julie, de Danny Braguette Magique Cohn-Bendit et de quelques autres, franchement dit, alors qu'on a liquidé toute la branche famille dont nous avons, vu nos moyennes d'âge, besoin de la sécurité sociale pour ces gens-là déjà, je trouve ça un peu dur. Et un pays qui dégoûte sa propre jeunesse du service le paiera très cher. Voilà. Ce sont des observations premières. Vous voulez revenir sur le processus technique, vous avez dit ? Alors, justement, on peut réfléchir, des gens comme Bichot par exemple, pas un auteur que je cite souvent, mais bon, Jacques Bichot, économiste beaucoup plus libéral que nous, hein, ça il n'a pas de mal, il faut dire beaucoup moins libéral que moi, bon, j'aurais pas de mal non, enfin bon, peu importe, je ne vais pas m'auto-accuser quand même, il y a suffisamment de gens qui le font. On peut trouver un système de points équitable, on peut repenser également le système par répartition, mais nous devons à la fois garantir le droit de nos anciens et le droit des générations futures à vivre. Et ce, dans une réflexion globale. Quelle place pour, par exemple, pour une fois le système changé ? Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes dans un système dit ouvert. Dans un système ouvert, c'est le moins 10 ans qui l'emporte. Il y a 2 ouvertures majeures à laquelle la France doit faire face. La mondialisation, c'est-à-dire, la généralisation du salaire chinois comme norme de référence, parce que c'est ça. Vous avez fait un système sans droit de douane. C'est donc la généralisation du moins 10 ans comme norme de référence. Et l'euro, parce que pourquoi ne choisir entre peste et choléra quand on peut avoir les deux ? Nous sommes dans une société de l'accessibilité généralisée. Alors pourquoi pas multiplier les tares tant qu'on peut y toucher ? Eh bien, ça a été la généralisation dans le cadre de la zone euro de l'austérité germanique. Et eux, ils peuvent la faire. Ils n'ont pas de gosses. Ils n'en veulent pas. Tout va bien. Vous êtes dans ces 2 systèmes ouverts où l'Allemagne, qui se prépare à un Rwanda gériatrique, la Reichschancelière l'a promis à son peuple, pas une manif dehors, c'est pour vous dire à quel point ils sont finis. L'Allemagne, c'est 10 points de PIB pour les retraites, nous 14. Vous voyez avant, comment on arrivait à gérer ça ? Par les droits de douane et par la dévaluation.
c'est-à-dire par l'écluse monétaire qui vous permet de ne pas souffrir en termes de guerre économique ou de souffrir moins si vous la maîtrisez pour pouvoir garder votre propre agenda économique et social. Vous renoncez à ça, le moins-disant régional, dans un système de monnaie unique, s'impose. Donc l'austérité germanique, plus la généralisation du salaire chinois en norme de référence. Je suis désolé. Voilà. Donc si vous voulez sauver les retraites, il faut changer le système, parce que sinon, ils le foutront en l'air. Et je peux vous dire que certaines branches de la sécurité sociale, il y a bon la privatisation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines personnes s'impatientent dans l'ombre du petit. Bon, quand est-ce que nous aurons notre livre de chair ? On l'a élu pour ça. On a fait faire 17 000 articles de presse au monde sur lui. On a dû retoucher un nombre incalculable de photos de Brigitte. Nous demandons un retour sur investissement. C'est tout à fait normal. Vous voyez ? Mais qui pose le débat comme ça ? C'est pas très compliqué ce que je viens de faire. Il faut juste être franc avec les gens. On a choisi un système pour vous, et ce système ira à la destruction de l'État social. Point. Et il a été pensé pour. Et partout où il a été appliqué, il a détruit l'État social. Partout. Point. Il le détruit rapidement ou il le détruit lentement. Ceux qui connaissent par exemple les systèmes scandinaves ou autres, qu'ils fassent le parallèle avec il y a 20 ans. Ces systèmes-là étaient plus protecteurs avant. Ils reculent. Et c'est tout simple, hein, c'est une dégringolade. Donc plus vous étiez haut, plus vous mettez de temps à tomber, mais à la fin, tout le monde touche le sol. Ne vous inquiétez pas. Comme l'a très bien dit une des représentantes d'Angela Merkel, nous devons préparer le peuple allemand à l'arrivée de la pauvreté de masse. C'est vrai qu'ils ont toujours eu historiquement un sens de l'annonce, ces gens-là. Je dis ça, je dis rien. Mais nous devons avoir notre vision de l'État social. Heureusement, il y a des gens dans les rangs souverainistes qui y pensent. Trop peu, malheureusement. Je pense, pour le cas de la sécurité sociale, à un intellectuel qui est un médecin, son nom m'échappe malheureusement, qui est à DLF, François Morvan. Et je pense particulièrement à un économiste assez brillant qui avait écrit d'ailleurs l'État social. Vous vous rappelez, il avait tapé sur Brunet à une époque à la radio. Christophe Rameau, merci. Mais nous devons, je sais que c'est des sujets embêtants, je sais que c'est pas des sujets sexy. Tout le monde aime la géopolitique, personne n'aime ça. Les comptes de la Sécu. Il va quand même falloir s'y mettre. Je vais faire réagir sur deux choses. Vous avez parlé de violence et de livre de chair. Deux choses sur lesquelles j'aimerais votre sentiment. Les pompiers qui manifestent et qui se castagnent, on va dire, avec la police. Est-ce qu'il faut y voir un symbole ? Et deuxièmement, un autre symbole. On a vu des manifestants marcher dans les rues avec des têtes de Macron fausses, évidemment fabriquées au bout de pique. Est-ce que la violence et la livre de chair n'est pas aussi de l'autre côté, éventuellement votre avis ? Alors, à titre personnel, j'aime beaucoup Marianne, mais quand on me dit violence contre violence, niet. Non. Alain Bauer, je pense, avait tout dit là-dessus. Il avait dit « Emmanuel Macron traite de feignants les hommes et les femmes de l'effort quotidien ». Et c'est drôle de se tromper mécaniquement à chaque fois qu'on s'adresse aux gens et de ne pas pouvoir remuer les lèvres sans mollarder. Je ne sais pas ce qu'il doit prendre pour avoir une telle sécrétion salivaire. C'est peut-être un défaut de classe. Social, j'entends. Ce ne sont pas des casseurs. Le désespoir les entraîne. Ils font des têtes en carton, oui alors. Je vous rappelle que c'est le symbole de la République, hein, le rasoir républicain, le moulin à silence, moi j'aime beaucoup. Hein, si vous voulez, à titre personnel, je la dépoussiérerai rapidement. Mais Robert Badinter considère qu'aucune cause ne justifie la violence, même verbale. Donc, j'ai toujours eu le plus grand respect pour la personne de Robert Badinter et le plus grand mépris pour son œuvre juridique. Si vous voulez, comme le dit un très jeune et très brillant écrivain, Robert Badinter s'est répandu, incontinence oblige. Mais il n'a pas toujours dit ça. Quand il était avec M. Cambadélis,
et qu'il... Cambadélis, c'est un homme qui vous manque, je le sens, j'ai touché un point sensible, hein, votre émotion vous trahit. Et qu'il appelait à ce qu'on appelait le harcèlement républicain contre les adhérents, les élus du Front National, parti pour lequel je n'ai aucune affection, et particulièrement le Front National de Le Pen Père. Mais quand on frappe sur des militants et qu'on appelait ça des gestes républicains, on n'ameute pas la République pour une tête en carton. Si vous voulez, les grands hommes peuvent avoir des vieillesses tristes. Rappelez-vous les derniers temps de Churchill. Malheureusement, les petits aussi. C'est la seule raison de Badinter. Sur les pompiers, c'est bien pire. La police vient de frapper un des symboles unanimement aimés des Français. Enfin, aujourd'hui, qui pleurera la mort d'un flic ? Et je le regrette. Mais qui pleurera la mort d'un flic ? Nous ne reverrons pas de sitôt les scènes de liesse pro-police de l'après-Charlie ou de l'après-Bataclan. Quand, en plus, vous voyez que les syndicats de police ont trahi leur base, qui est en train de sortir par une suite de scandales, où on voit que des postes, particulièrement dans nos territoires ultramarins assez sympathiques, type Tahiti, type Nouvelle-Calédonie ou d'autres, ont été donnés en récompense à, disons, des services rendus par le syndicat, on se pose de lourdes questions. À titre personnel, je savais qu'une épuration républicaine devra être pratiquée devait être pratiquée, pardonnez-moi, dans les corps des magistrats. Je ne me doutais pas qu'il aurait fallu la faire également dans les rangs de la police. Ça, c'est la pire nouvelle de ces deux dernières années, c'est l'effondrement, et je dis bien de la police. Parce qu'étonnamment, il y a quand même une cassure, même symbolique dans le cœur des Français maintenant, entre police et gendarmerie, qui est quelque chose qui avait disparu. Et qui réapparaît. Mais bon, c'est malheureusement toutes les fonctions républicaines ont fini par pourrir. Le poisson pourrit par la tête, disait Mao. Si on peut faire peut-être une petite digression théorique, Bertrand Renouvin a écrit sur son blog un article sur le monopole de la violence légitime, où justement il critique le point de vue de Max Weber en expliquant que finalement, il oppose la force à la violence, et il explique que finalement, on est là dans la violence pure, et qu'en fait, c'est la force qu'il faudrait... Alors, si vous voulez, c'est une vieille opposition entre ce que Gusdorf appelait la vertu de force et la violence. La violence n'est pas qu'un fait négatif, attention. C'est aussi un fait qui accouche historiquement de forces nouvelles. La violence a l'ambiguïté du barbare. Le barbare est autant destructeur que créateur. La violence est autant destructrice que créatrice. On peut vouloir restaurer la violence en force. Mais là se pose la vraie question qui est la question de la légitimité. Et c'est tout à fait normal que dans un pays qui n'a plus de souveraineté, la légitimité n'existant plus, vu que c'est une légitimité qui est uniquement verbale et déclarative, d'où le fait qu'on vous tartine à longueur de journée avec des valeurs de la République, alors que la res publica des anciens n'avait pas de valeurs, elle avait des vertus. Et elle tentait de créer des hommes vertueux, c'est le legs de Rome. D'ailleurs, repris en partie par les révolutionnaires. Les valeurs de la République, enfin d'ailleurs, c'est très simple. Qui est l'homme politique qui vous a plus parlé des valeurs de la République ? Manolo. Bon, Manolo, qui va bientôt se présenter à La Paz, au Venezuela, à la mairie de Washington, et peut-être dans un village Playmobil perdu au fin fond de la Bretagne. Mais en tout cas, que quelqu'un nous en débarrasse. L'Espagne en veut plus, hein, comme quoi. Vous voyez, c'est pour ça que nous les Français on est gentils. Vous voyez, on a pris tous les républicains pendant Franco, et eux ils refusent de garder même Valls. Faudra plus faire avoir comme ça. On est vraiment trop gentils, on est trop cons. Et quand vous n'avez plus de légitimité, quand le cœur des hommes n'est plus dans l'institution, eh bien, vous compensez verbalement. Et d'ailleurs, tout le monde compense par le symbolique l'absence de réel. La gauche marche contre le racisme. Essayez de marcher contre la grippe, pour vous donner l'étendue du ridicule. La droite en appelle aux valeurs chrétiennes par M. Mariton. Oh, manquerait plus que ça morde.
et les autres vous badigeonnent de valeurs de la République, c'est normal. La seule question qui compte, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire, et un pouvoir est légitime quand son obéissance ne... Pourquoi on leur obéirait ? Parce que, vous voyez, ça ne pose pas question. À aucun moment, je vous donne un exemple simple, la légitimité d'un homme comme le général de Gaulle n'a pas été touchée, ou très peu. Il est parti néanmoins parce qu'il sentait qu'elle n'était plus aussi forte qu'il l'aurait voulu. Il l'a perdue à quoi ? À 200 000 voix. Il est à combien, Manu, maintenant ? Et pourtant, il s'accroche. Sur le modèle mitterrandien, il s'accroche. Il vient quand même de faire une petite sortie au Festival d'Angoulême où il pose, je suppose que vous avez vu la photo, avec un t-shirt LBD 2020 et un petit chaton éborgné à côté du dessinateur Jules qui lui a donné le t-shirt. Manifestement, il n'a pas regardé ce qu'il y avait dessus. Et il pose en souriant avec le t-shirt, avec un chat éborgné marqué LBD 2020. Vous vous rappelez, quand Emmanuel Macron a été élu, je m'étais permis un petit commentaire qui m'a d'ailleurs été reproché. C'était Emmanuel Macron légitime par avance toute action qui sera entreprise contre lui. Je le remercie de me donner raison. Mais vous voyez, quand vous en êtes là, reprenons la théorie des effondrements. Je reprends l'argument qui, à mon avis, est extraordinaire d'un historien qui ne l'est pas moins, qui est Jean-Clément Martin. C'est la contre-révolution qui fait la révolution, et pas l'inverse. C'est pour avoir refusé de se réformer que les pouvoirs tombent. Et donc c'est l'élite, et ça la théorie du populisme, qui est arrivée bien après avec des gens comme Dorna, Chantal Mouffe et quelques autres, ne fait que le confirmer. L'élite a toujours le monopole de l'acte de trop. Imaginez, demain, Macron est touché par la grâce, il se réveille et il se rend compte de ce qu'il a à côté de lui. Après un massage cardiaque, il se réveille de nouveau. Et il vire son armée de bras cassés. Il essaye de prendre des gens à peu près fiables, il change d'un seul coup à 180 degrés. Il peut faire amender la Constitution, il est là pour 30 ans. Hein, s'il veut. Il faut bien comprendre que le peuple ne veut pas renverser la table, parce qu'il sait que si la table est renversée, ce sera sur lui. Donc il est toujours dans l'optique du moindre mal, jusqu'à ce qu'on l'y force. Sophie Vanish avait d'ailleurs une réflexion très juste dans l'avant 1789, quand elle appelait la si longue patience du peuple. Et le peuple français est particulièrement patient. Par contre, quand le barillet tourne, le barillet tourne. Emmanuel Macron fait, mais il ne fait que suivre ce que la bourgeoisie comprador fait. Quand elle a fait la Restauration et la monarchie de Juillet, elle avait une morgue un peu moindre, mais néanmoins. Quand elle a écrasé la Commune, ces teckels de la gauche intellectuelle, comme Flaubert par exemple, ont aboyé derrière la mitraille. Elle avait la même morgue quand elle était dans l'ombre de Vichy, parce que c'est également une alliance de la classe bourgeoise pour vendre le pays aux Boches déjà, et ben, non bis ibidem, enfin bon, en essayant de ne pas toucher à leurs biens propres. Et à chaque fois, ça a hâté le choc extérieur qui a mis fin à ces systèmes. Parce que malheureusement, quand la bourgeoisie comprador se réunit en France, c'est le choc extérieur qui la couche. Ce qui fait qu'elle ne peut gouverner que de deux manières, le mépris et l'anarchie. L'anarchie pris non au sens intellectuel ou philosophique du mot, mais l'anarchie pris au sens commun du mot. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous donne cette... Nous sommes d'accord, vous et moi, que par rapport à toutes les situations politiques que vous avez connues, vous me direz, le macronisme est un gigantesque bordel. Enfin, même sous Chirac, c'était organisé. Même sous Sarko, c'était organisé. Enfin, si vous voulez, on croyait qu'il n'y avait rien de pire que le nain rebondissant. Enfin, que le nabo Energizer. Et pourtant, c'était même Flamby. Flamby n'avait pas notre haine, il avait notre mépris et savait le gagner. Mais Flamby n'avait pas notre haine.
C'était un minimum organisé sous Hollande. Plus maintenant. Plus maintenant. C'est à celui qui aura l'idée la plus débile, c'est à celui qui dira la plus grosse bêtise, c'est à celui qui... Alors bon, souvent Aurore Berger à la palme, il faut quand même reconnaître. Là, celle qu'on appelle dans certains milieux malfamés Spizdi-Gourdas, elle est quand même non, si vous voulez, c'est un produit chimiquement pur du jupéisme. Mais, parce que n'oubliez pas que derrière, vous avez, depuis la tombe, Alain Juppé règne encore, quand même. Donc, parce que tout ça, c'est des créatures du jupéisme, à commencer par notre sympathique Premier ministre. Malheureusement, nous n'arrivons... Enfin, c'est ça qui est horrible. Ces gens ne se rendent pas compte qu'à un moment, il y aura l'acte de trop. Il y aura les borgnés de trop. Il y aura la main coupée de trop. Je vais vous donner un exemple. Là, ils ont fait voter, majoritairement par des femmes d'ailleurs, le fait qu'il était anormal de passer pour le deuil d'un enfant de 5 à 12 jours, alors que le MEDEF était pour. Parce que l'autre, il essaye à tout prix de redorer son truc. Vous passez après Ernest Antoine quand même. Va falloir quand même nettoyer l'écurie, minimum. Et vous dites, mais vous savez, après tout, que les locteux perdent leurs gamins. On parle quand même de 4500 enfants de moins de 18 ans qui meurent par an. Et on parle donc des congés de deuil de leurs parents. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes copains et donc je sais ce qui est arrivé à leurs parents après. Enfin, si vous voulez, quand vous perdez un enfant, on vous enterre avec, en large partie. Et surtout, l'un des comptes de soutien LERM qui dit « Mais qu'est-ce qui compte ? De pleurer ou de se remettre au travail ?» Heureusement qu'il y a des gens qui ne signent pas de leur nom. Parce que sinon, vous auriez quand même... Il faudra revoir la définition de circonstances atténuantes en cas d'homicide. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous soufflez sur les braises de la violence, à un moment, retour. Je n'appelle à rien et je ne le souhaite pas, croyez-moi. Mais à un moment, si ça dérape, que l'élite française regarde bien ses actes ces dernières années. Parce qu'elle est en train d'armer les bras. Et elle estime que son appareil répressif suffira alors qu'un tiers des flics se fait porter pâle pour ne pas avoir à taper les manifestants et que de plus en plus de flics retournent leurs armes contre eux. Enfin, de là à aller taper sur les pompiers. Et après, il faudra se méfier parce que vous avez des professions qui ont l'habitude de la manif violente, les pompiers, les agriculteurs qui pourraient se coaliser. Et là, attention, il pourrait y avoir aussi des pertes dans les rangs de la police. Et en plus, aujourd'hui, malheureusement, l'opinion est mûre parce que tout le monde s'en foutra. Que beaucoup de policiers aussi pensent à ça. Et pensent à ça, sincèrement, avec compassion. Parce qu'à titre personnel, moi, je trouve ça triste, un flic qui s'effondre. Et malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir joue sur l'horizontalité pour survivre. En attendant désespérément 2022, où là, il ne jouera pas sur l'horizontalité, il jouera sur un truc beaucoup plus velours, il jouera sur le lepénisme. Bon, ça, c'est un autre sujet. Transition tout trouvée, vous connaissez quelqu'un récemment qui a joué sur l'horizontalité, Carlos Ghosn notamment, dans sa valise. Oui. Magnifique évasion de Carlos Ghosn, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur... Là, ça va durer 2 minutes, je vais beaucoup vous choquer, mais entre Carlos Ghosn et la justice japonaise, je suis du côté de la justice japonaise. Mais très, très clair. Je refuse, à titre personnel, de cautionner les actes d'un homme qui se vantait de foutre des salariés français au chômage. Après, vous me dites, quand je vois le racisme infect avec lequel a été traitée la justice japonaise, parce que tout simplement, on n'est plus habitué à ce que dans un pays, eh bien, les étrangers ne gouvernent pas, parce que la justice japonaise, vous êtes au Japon, les Japonais gouvernent, et vous allez l'apprendre. Le dossier que Nissan a fait, ils ont pu le faire parce que Carlos Ghosn leur a permis. Et en plus, vous me direz, oui, mais c'est un système où souvent les gens sont condamnés. C'est un système qui ne connaît pas la notion de préventive. Donc, dans la justice japonaise, quand ils vous coffrent, c'est qu'ils ont quelque chose contre vous. Et comme ils ont une population très civique, parce qu'il y a très peu de Carlos Ghosn dedans, eux, ils ont des tôles vides, contrairement aux nôtres. Dernier point, je pense que, et je le dis sincèrement, j'ai vécu 3 ans avec les Maronites, et Dieu sait que mes amis libanais savent que je les aime et que j'aime le Liban. Mais je trouve que Carlos Ghosn a bien fait de se retirer au Liban, qui est malheureusement un pays qui souffre d'avoir trop de gens qui lui ressemblent.
je le dis sincèrement, et à titre personnel, j'espère que l'État français, qui lui a quand même déjà envoyé Sarkozy, ce qui est toujours un signe louche, hein, quand on envoie Jiminy Cricket, c'est jamais pour rien. Et je le dis sincèrement, j'espère que l'État français n'a pas couvert cette fuite ridicule et que nous n'allons pas nous déshonorer à protéger ce type-là qui a du sang d'ouvriers français sur les mains. Je le dis sincèrement, fin de parenthèse. Un petit point sur l'affaire Mila qui a quand même énormément agité l'opinion ces dernières semaines. Par quoi vous voulez commencer ? Ah bah, il faudra en faire un cartoon d'ailleurs. Les aventures de la liberté d'expression en France. Nous avons eu deux excellents... alors vous savez, le gnome de France Inter, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez, la petite chose qui joue des trucs tous les vendredis et qui nous a appris que Jésus était pédé. Pourquoi pas ? C'est lui qui l'a dit, hein, il en a fait une chanson, etc. Hein, il s'appelle Frédéric, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Pardon ? Frédéric Jamais. Ouais, très bien. Alors là, tout le monde a dit oui, mais c'est le droit à l'humour, sauf les associations LGBT qui se sont sentis insultés et qui vont essayer de lui coller un procès. Hein, et après, vous avez une gamine qui est une Instagrammeuse, quoi. Bon, alors après on peut dire oui, c'est la vacuité, etc. C'est une gamine qui a quoi, qui a 16 ans ? Oui, bon, elle fait une activité de gamine de 16 ans, excusez-moi. Bon. Un sympathique chance pour la France, dragueur, essaye de lui dire, grosso modo, avec un ton suave, enjolive et poétique, qu'il aimerait fortement copuler avec elle. Et elle les conduit. Ce à quoi il rajoute comme argument de drague « sale française, sale gouine ». Et elle finit par dire que la RATP, la religion d'amour, de tolérance et de paix, est une religion de merde. Donc, Et précisément, elle insulte la religion, parce que c'était tout le sujet, et non pas les croyants, parce que c'était le hiatus qu'il y a eu après. Alors, ensuite, là, on joue à front renversé. Les féministes ne sont pas avec nous, à l'exception d'Elisabeth Badinter. Tout le camp national se mobilise à relativement peu d'exceptions près pour aider la gamine qui est quand même semi-punkette et lesbienne, prouve quand même qu'on n'est pas totalement irrécupérable dans certains milieux nationaux. Certains disent oui, mais elle est égarée, etc. Et d'autres prennent le parti des barbus au nom de la défense du patriarcat mis en danger par une Instagrammeuse de 16 ans. Et c'est là où vous voyez comment un pays s'effondre. Vous voyez, à partir d'une affaire totalement anodine, vous voyez comment ça se détricote un pays et comment ça se détricote un corps social. Alors qu'il faut rester ferme sur deux points. Nul ne fera une chasse à l'homme de l'un ou de l'une des nôtres chez nous. Ok ? Gauchiste, punkette, peu importe. Il faut la traiter comme une petite sœur, quasiment. On ne chasse pas l'un des nôtres ici. Pour en plus, un truc qui est un peu une tradition française, un peu de se foutre de la gueule des religions, ou de dire aux croyants, plus encore que de se foutre de la gueule des religions, parce que, encore, elle serait dans le fait de se foutre d'eux. Elle aurait commencé par. Là, elle répond suite aux attaques. Elle dit juste aux croyants, vous m'emmerdez. C'est très français d'envoyer paître ceux qui veulent en réalité mettre l'ordre social en coupe réglée à partir de leur lieu de culte. Aujourd'hui, c'est essentiellement le problème musulman. Et là, vous avez deux actes. Un qui est unanimement vu comme un acte de bon goût. Jésus est pédé. Il aurait fallu le monter sur la croix pour le sodomiser. Bon, je vous laisse filer les métaphores. Hein, ce sont des rimes, mais des rimes pauvres, hein, je vous le dis tout de suite. Et de l'autre côté, silence de mort. Clémentin Autain, 0. Tous ces gens-là, 0. De Haas, pareil. Oui, de Haas, tiens, elle est... bon, vous me direz, elle est dans les travaux publics, là, elle élargit les trottoirs. Mais, là, donc, on peut pas être partout. Je peux comprendre qu'il y ait, c'est le cas d'un de mes amis qui a
un peu mal pris cette affaire, qu'il y ait des gens qui prennent la notion de Dieu tout à fait au sérieux. Je peux tout à fait l'entendre. Là, nous sommes dans l'ordre politique. Et dans l'ordre politique, on ne laisse personne lyncher une gamine au nom de salle française. Ou alors on est des sous-hommes. Ok ? C'est clair, c'est net, c'est précis. Après, que nous ne puissions même pas, alors que ces menaces sont traçables comme tout ce qui passe par Internet, et qu'elles nous renseigneraient extraordinairement sur des gens qui sincèrement sont malheureux ici et qu'un billet de retour pourrait combler. Et je dis ça avec tout l'humanisme dont je suis capable. Ça devrait être une affaire vite réglée. Vous voyez l'état de faiblesse qui est le nôtre pour que ça devienne une affaire qui a combien de temps déjà ? 15 jours déjà ? 3 semaines peut-être ? Bon. Ça devrait être vite réglé. Et objectivement, cette gamine est plus courageuse que... parce que elle, c'est une quidam qui s'est défendue. Ce n'est pas un mec qui est payé avec vos impôts sur une radio de service public pour attaquer la culture majoritaire française, culture catholique, qui, je vous le rappelle, et je peux en parler tout à loisir, j'en suis pas, qui est la religion la plus persécutée au monde. Et d'être payé par l'argent des contribuables pour pouvoir insulter des gens qui, quand on les emmerde, brûlent des cierges, là où d'autres peuvent brûler autre chose. On n'a pas la même tolérance au combustible, très cher. Mais, vous voyez ? Et rien que ça prouve l'effondrement du débat public français. Parce que ça aurait dû être fait, alors ça a permis en plus le retour des morts vivants, vu que je crois que Gogolène Royal veut lancer sa campagne là-dessus, comme quoi elle voudrait concurrencer le kebabier mystique Hamon et la cavalcade des tapis de prière. Donc, non mais, c'est tout ce qui reste à la gaugoche, quoi. C'est atroce. C'est une corbinite. Ça va terminer d'ailleurs à l'égout comme Corbyn d'ailleurs. Parce que si Gogolène croit sincèrement qu'elle va passer des pingouins aux imams par ce coup miteux, tout ça pour essayer d'être ministre dans un prochain gouvernement Macron, parce que je pense qu'elle n'aspire à rien d'autre. Enfin, c'est pour vous dire, c'est ça la non-souveraineté. Parce que la non-souveraineté, vous le comprenez, la non-souveraineté, quand le pouvoir devient chose privée, c'est-à-dire quand il n'est plus républicain, quand il n'y a plus de res publica, il y a la tyrannie. Entre les deux, vous avez de multiples choses. Vous avez le pouvoir d'un homme pour le bien d'un peuple, ce qu'on appelle la dictature. Et en effet, Emmanuel Macron n'est pas dictateur au sens romain du terme. Il a raison sur ce point. Il est plutôt despote ou tyran, qui se méfie, parce qu'en pensée antique, c'est pas le tyran le plus important, c'est le tyrannoctone, c'est-à-dire celui qui le tue. Et ça, j'appelle à rien. Je fais un constat. Or, ce qui nous arrive est bien pire, parce que vous devez avoir la xénocratie, c'est-à-dire le pire régime que peut vivre un peuple, d'être dirigé depuis l'étranger, mais avec les apparences du fait démocratique. Donc on est obligé de vous assommer avec un faux discours et tout un champ politique Potemkin. C'est atroce. C'est certainement la forme de régime la pire. Pourquoi ? Et ça, Aristote avait tout dit là-dessus. La corruption des régimes se fait par hybridation. C'est-à-dire que quand les régimes tombent, ils prennent les visages maudits de plusieurs régimes en même temps. Vous voyez ? Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Et Emmanuel Macron est plus le produit que la cause de tout ça. Et malheureusement, mis à part un retour de verticalité, si vous voulez, parce que l'État, c'est la verticalité, c'est status, c'est se dresser. Je ne vois pas comment nous échapperions à ce qui arrive nécessairement quand la non-souveraineté devient un non-sens, c'est-à-dire que quand la réalité ne peut plus être touchée, ne peut plus être accessible que par la violence. Et donc, à terme, la stasis, la guerre intérieure. Et croyez bien que je ne le souhaite pas, je le crains, et de toutes mes forces. Mais le problème, c'est que je ne suis pas certain qu'une élite aussi médiocre la craigne réellement. Tout simplement parce qu'ils estiment
que comme le politique est parti, le tragique est parti. Et que finalement, on fait ce que le général de Gaulle appelait avec mépris sa popote. On fait la popote. Le problème, c'est que le tragique peut revenir par la fenêtre. Ça nous tombera dessus, avant tout. Mais ça ne les épargnera pas. Comment vous expliquez que même la ministre de la Justice, donc Nicole Belloubet en l'occurrence, ait pratiquement rétabli le délit de blasphème, au moins oralement, en commentant qu'en fait il y avait une énorme insulte à la religion, que c'était extrêmement grave, et qu'en fait il y avait presque 55 ans. Les municipales arrivent. Menaces de mort, oui d'accord. Les municipales. Oui, non, elle vise plus loin parce qu'elle vise depuis les pingouins. Mais non, les municipales arrivent. Et on sait qu'il va y avoir des listes communautaristes dans plusieurs villes, particulièrement de banlieue d'Île-de-France et d'ailleurs, et qu'on ne sait jamais dans ces villes, pour faire des fronts républicains castoresques à échelle locale, eh bien, ce qui reste de LR ne suffira peut-être pas. Surtout vu comment Xavier Bertrand, alias Jean Ratelier, a déjà développé la rhétorique du parti, c'est-à-dire de dire tout le mal qu'il pense du Front National. Ce qui est une stratégie, il a le droit, et Dieu sait qu'on peut être fondé à dire du mal de l'équipe de Marine Le Pen, ça sans problème, mais si vous voulez essayer d'insulter quelqu'un pour récupérer son électorat est une stratégie généralement peu payante. Donc la vassalisation de LR est en cours. En Marche va se poser comme un parti de centre-droit, ce qui est tout à fait normal quand vous avez un cœur atomique juppéiste. Ils vont jouer les castors à échelle locale en envoyant des listes, évidemment non marquées LREM, qui prendront la coloration du président une fois l'élection terminée. Le Front National n'aura pas 150 villes. Ne vous inquiétez pas, la France a peur, très peur, de Louis Alliot. Mais non, ne vous inquiétez pas. Et le pire, c'est que le peu de villes gagnables, ce sont les villes où les LR vont les laisser passer et vont faire élire un maximum de conseillers LR et les dégageront au cours du mandat. On prend les paris. Mais là, le juppéisme tente à donner à Emmanuel Macron ce dont il a besoin, c'est-à-dire un ancrage local, ce qui lui manquait. Et il va jouer le Front républicain, et donc il a aussi besoin des barbus. Dans les coins anciennement communistes est devenu ce que Gilles Kepel appelait pompeusement les banlieues de l'islam. Voilà. Et aussi, je vous rappelle que l'européisme, à travers la définition de l'intégration que l'Union européenne nous impose, ce processus à double sens, qui ne doit pas vexer la culture du pays d'envoi. Autrement dit, ils arrivent, vous pliez. Et c'est comme ça que se conçoit un monde en paix, harmonie, etc. RATP. Religion d'amour, de tolérance et de paix. Eh bien, tous ces gens-là obéissent. Aussi pour une raison, c'est qu'ils savent que le multiculturalisme a un grand avantage politique qu'on nomme rarement. C'est que comme il maintient une guerre culturelle froide, il est perpétuellement une mise au frigo de la question sociale. Et comme ces groupes sont non miscibles politiquement, tant que vous gardez le seul groupe qui s'agglutine, c'est-à-dire la bourgeoisie comprador à 11% des inscrits, vous gagnerez structurellement. Bon, à la fin des fins, ça se foutra sur la tronche. Bon. Mais bon, vous serez parti à ce moment-là. Enfin, vous espérez être parti. Vous voulez ajouter quelque chose sur les municipales ou... Sur les municipales, en réalité, les municipales vont vous donner le degré de dépossession auquel vous êtes exposé. Je vais vous donner l'exemple. Je souhaite une excellente année du rat à tous nos compatriotes qui sont, selon je suis d'ailleurs, qui ont le calendrier lunaire, mis à part que moi j'ai un autre calendrier lunaire vu que plutôt celui de la culture de mon épouse. Et alors, est-ce que l'année du rat verra la réélection d'Anne Hidalgo ? C'est une excellente question. Mais objectivement, vous allez voir l'état de la folie. L'état du débat public parisien fait qu'Anne Hidalgo a de grandes chances d'être réélue. Le pire, c'est que ce ne serait peut-être pas la pire. Si vous voyez les deux en lice, bon, vous avez l'effondrement de la liste qui va même avoir du mal à être déposée, qui est la liste Feder-Bush. Bon. Serge Feder-Bush est quelqu'un qui connaît très bien ses dossiers. Malheureusement, il repose sur l'appareil du Front National, qui à Paris est un appareil qui a été, enfin d'ailleurs qui n'a jamais été, mais pour le peu qu'il y avait, qui a été vitrifié une fois Florian Philippot parti. Bon.
Vous avez la liste Campion qui va être le seul truc rigolo de cette campagne, au point qu'on emmerde Bigard. La dissidence politique commence à Bigard maintenant. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'un mec se fait choper par la patrouille, moi je prends du galon. Et vous avez les deux, donc Benjamin Griveaux, un homme qui est sorti de l'anonymat sans jamais sortir de l'insignifiance d'ailleurs, et vous avez notre chapelier toqué, Cédric Villani, non, il ne veut pas se retirer, il veut mener jusqu'au bout ce qu'on pourrait appeler l'opération araignée au plafond. Et donc, Villani commence par une idée qui, somme toute, n'est pas totalement idiote, mais est infaisable. C'est-à-dire d'envoyer les trains comme le Thalys à Saint-Denis. Le problème, c'est que le Thalys, c'est le train des maîtres du monde, vu que ça va dans la capitale de la non-vie politique, ça va à Bruxelles. Donc jamais ces gens-là n'accepteront d'aller à Saint-Denis. Jamais. Pour avoir pris cette ligne quand j'étais conseiller, je peux vous assurer que jamais ils accepteront. Mais voyant le flux, enfin la mer rouge de la bêtise s'ouvrir, Griveaux ne pouvant rester en reste, et pourtant Dieu sait, se met à dire, oui mais attendez, moi j'ai mieux, je vais faire un Central Park, après avoir tout rasé et avoir mis la gare de l'Est à New York, enfin bon, peu importe, les New-Yorkais apprécieront. Mais enfin, on est dans la folie la plus lourde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passe-verre à Paris, mais est-ce que vous voyez ce que c'est Central Park ? Enfin, pour ceux qui voient ce que c'est Central Park. Enfin, on est dans la folie pure. Et pourquoi ? Parce que, on n'a aucun pouvoir. Alors quand on n'a aucun pouvoir, il y a deux choses qu'on n'a pas à avoir. De la pensée et de l'imagination. Les deux sont superflus. Donc vous faites ce qu'on appelle de la greffe et du rejet institutionnel. Vous savez, les Lapons, ils font un truc vachement bien, je vais le faire venir. Là, pour le coup, c'est Central Park, New York. C'est un système de gouvernement qui ne fonctionne pas. De dire, ça marche en Suisse, en Suède, en machin, en truc, je vais le mettre tel quel ici, généralement, ça vous provoque quelque chose que tous les médecins comprennent, qui est un système de rejet, qui est le parallèle parfait d'un rejet de transplantation. Parce que vous ne prenez pas une idée politique telle qu'elle et vous la mettez en dehors de son écosystème. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne marche pas comme ça. Le référendum à la Suisse, tel quel, et j'en suis partisan, si vous ne l'adaptez pas pour les Français, vous vous retrouverez avec des taux à 80% d'abstention au bout du 4e référendum. Et j'en suis partisan. Parce que les Français votaient tous les 2 mois, non. Ça les barbe déjà. Vous voyez, il faut adapter. Le problème, pourquoi adapter ? On n'a pas de pouvoir. Donc on prend tel quel. Et le pire, ça vous donne... Maintenant, tous les ministres en exercice font campagne pour les municipales. Notre Premier ministre au Havre, la sympathique Schiappa, la femme de lettres, vous savez, la dame au chlamydia, eh bien, elle... Elle a rejoint l'équipe de Monsieur Griveaux. Eh bien, je sais, je l'avais travaillée celle-là. Elle a fait son effet. Hein. Je suis content de moi. Vous observeriez ça depuis l'extérieur. Bon, premièrement, au-delà du sentiment de dégoût et de honte. Vous direz, mais qu'est-ce qui est devenu la France ? À une époque, vous étiez ministre, vous vouliez être maire, il n'y a pas de souci, vous démissionniez. Vous démissionniez avant la campagne. Parce que la suspicion d'utiliser les fonds publics est évidente. Comment vous faites ? Tiens, Marlène Schiappa, je crois qu'elle est dans le 14e. Comment elle fait dans ses journées ? Elle prend un pot de campagne avec des militants LREM. C'est le chéquier du ministère, c'est le chéquier de qui paye ? Vous voyez ? Peu importe, ce n'est pas du tout une accusation. C'est un constat. Quand vous multipliez ces faits-là, vous détruisez la concorde civique parce qu'il n'y a plus de confiance. Voilà. Emmanuel Macron a généralisé ça en faisant d'un gouvernement un vaste syndicat d'intérêt. Et cette élection qui tourne à la bouffonnerie, parce qu'elle n'a même pas d'enjeu, elle n'a même pas d'enjeu pour le Front National, quoi qu'il en dise, elle n'a d'enjeu pour personne. En réalité, le seul enjeu, c'est l'effondrement civique
Et la seule résistance de certains corps constitués, là encore, je salue le Conseil d'État, qui a fait invalider une partie de la circulaire Castaner, qui est une saloperie, parce qu'elle faisait disparaître toutes les communes de moins de 9000 habitants. Je vous rappelle qu'il y a 36 000 communes en France. Elle les faisait disparaître au rang des résultats, elle ne les faisait pas disparaître d'un trait de plume. Ne lui donne pas d'idée, toi. Et vous voyez, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que pour meubler le vide et pour cacher la corruption, parce qu'évidemment, quand vous faites un syndicat d'intérêt géant, c'est la corruption qui dégouline par tous les ports, eh bien, vous êtes obligé d'habiller le désert. Et vous l'habillez de quoi ? De forfanterie, de fier à bras, de grande gueule. Et c'est comme ça que s'éteint ce qui fait une grande nation. On mérite quand même mieux que ça. Un petit point sur l'affaire Gabriel Matzneff. Vous vouliez revenir dessus rapidement ? Là aussi, je vais être très rapide. Malheur à celui qui outrage un enfant, déjà. Point 1. Point 2, cet homme n'est pas un pédocriminel parce qu'il n'a pas été jugé. Et qu'il y a encore un appareil judiciaire dans notre pays qui se saisira de lui ou pas. Toutefois, je fais quelques observations. En réalité, à titre personnel, et ça je pense qu'il y a dans cette salle peut-être un clivage générationnel, dans ma génération, des gens comme Roger Perfit, des gens comme René Scherer, des gens comme Danny Braguette Magique, ou des gens comme Gabriel Matzneff, auraient certainement eu de graves soucis personnels. Parce que ma génération, les tripoteurs de gosses, ça passe pas. Voilà. C'est un fait de génération, ça passe pas. Et je le rappelle que dans les années où Gabriel Matzneff s'en vantait à la télévision, dans la France qu'on dit aujourd'hui périphérique, qu'on appelait à l'époque profonde, ça ne passait déjà pas. C'était un microcosme parisien décadent qui a uni la gauche et la droite. Et l'affaire Matzneff n'est nouvelle qu'à cause de ça. C'est qu'elle a éclaboussé toute une partie de la droite, celle qui à un moment parlait de l'archange Gabriel, celle qui à un moment l'aidait, disons, à être présentée, enfin à se voir présentée, celles qui furent ses petites fiancées. Et si les sources que j'ai sont exactes, certaines lui ont été présentées dans des cadres idéologiques très précis par leurs propres parents. À titre personnel, j'estime, et je ne suis pas du tout un père la morale, je ne pourrais pas du tout me le permettre. Mais sur ce point-là et sur 2-3 autres, j'estime qu'un redressement civilisationnel passera par le fait de résister à cette gigantesque vague de pourriture qui va nous submerger si nous n'y prenons pas garde. Les horribles affaires Dutroux et autres ont ouvert les yeux sur la pédophilie. Mais aujourd'hui encore, que faisons-nous à nos enfants ? Et oui, à une époque, on disait à 12-13 ans, ils peuvent avoir des contacts avec des adultes. Je vous rappelle que dans les bouquins de Matzneff, ça porte à 8 ans quand même. Alors certes, c'est des petits Philippins, tout le monde s'en fiche. Moi, je m'en fiche modérément. Aujourd'hui, on dit aux mêmes enfants de 12 ans qu'ils peuvent choisir s'ils sont un homme ou une femme. Et ça détruira aussi des vies. Et il y aura des procès dans 10 ans pour ça. Alors à un moment, peut-être qu'il faut se rappeler que le social, que l'espérance révolutionnaire ou l'espérance évolutionnaire doit porter sur le social et non sur le sociétal. C'est pas l'homme qu'il faut changer. C'est les interactions des hommes dans une société qu'il convient d'améliorer sans la détruire. C'est la tâche très compliquée du politique. Et quand on renonce à ça, eh bien on devient vite inspecteur de braguette, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire celui qui veut la voir disparaître et celui qui veut qu'on la montre. Le puritain est quelque chose qui est totalement étranger à notre culture. Et de l'autre côté, l'obsédé sexuel. Voilà. C'est-à-dire le devenir Cohn-Bendit du monde. À titre personnel, cette décadence morale qui a entraîné
notre décadence politique, enfin, ce que j'appellerais plus d'ailleurs qu'une décadence morale, j'appellerais ça plutôt une dégénérescence morale, qui a emporté notre décadence politique, est un des points qui sera à régler sans fantasme d'ordre moral qui est étranger à notre culture. Il n'y a jamais eu de brigade des braguettes en France. Et à ceux qui m'ont dit, par exemple dans le cas de Mia, de toute façon, nous n'allons pas protéger une lesbienne, je vous rappelle que l'un des plus beaux textes que la Grèce, notre mère, nous ait légués sont les poèmes de Sappho, qui donnent à Saphique. Or, je pense malheureusement, et ça c'est un point d'évolution du camp national, que nous allons devoir aussi faire le procès du mai 68 de droite. Je le dis sincèrement. Parce qu'il a pactisé dans une décadence impolitique à l'abaissement de la France, avec le 68arisme de gauche dont il n'a jamais été qu'un pendant, et dont Matzneff est une des fleurs vénéneuses, comme une autre. Je rappelle juste un dernier point, qu'il y a eu des gens bien seuls pour souligner qui était cet homme. Vous vous rappelez de la Canadienne Bombardier, vous vous rappelez peut-être de Juan Asensio, qui pourtant a prévenu les dirigeants de prix littéraires, a prévenu plusieurs fois M. Tillinac, intellectuel chiracien et donc gaulliste comme je l'entends souvent, qui a été son éditeur. Là encore, il ne faut pas toucher à son œuvre. Interdire ses ouvrages est d'une débilité sans nom. Il faut se poser, comme Régis de Castelnau le demandait, le statut de ses ouvrages. Et d'ailleurs, si ces ouvrages racontent des agressions qui ont eu lieu, ils quittent le champ de la littérature pour devenir des pièces dans un procès pénal. Mais ça, nous n'y sommes pas. L'homme, évidemment, est un homme âgé. Il faut plus y toucher. Enfin, maintenant, ce serait un déshonneur que d'y toucher maintenant. Mais ne pas toucher à son œuvre, mais au moins de bien regarder qui lui a servi la soupe dans nos rangs. Il y a des gens qui en ont eu des raisons. Je pense à mes amis de l'ANAR particulièrement, parce qu'il a été l'un des seuls intellectuels qui leur a tendu la main une fois que l'ANAR est sorti de la F. Donc ça, je mets ça totalement à part. Mais je mettrai beaucoup plus des médias catholiques et autres, qui pourtant sont si prudes sur bien des sujets sociétaux, et qui nous en ont fait des tartines de l'archange Gabriel. Je pense malheureusement qu'il y a un examen de conscience à faire, parce qu'on peut se dire Saint-Dominique et dire que les autres sont Savonarole. Mais dans ces cas-là, comme disait comme on dit à la Légion, qui monte au cocotier, hein. Voilà. Je pense qu'un examen de conscience ne serait pas trop à partir du cas Matzneff, pour qu'au moins là encore, vous avez toutes les pièces de ce dossier dans l'excellent site de Juan Asensio La Zone. Je le dis sincèrement, nous nous serions bien passés de cette flaque de vomi. Si au moins nous voulons en sortir par le haut, c'est de voir ce bilan du 68arisme dans nos rangs, sans y opposer une espèce de rigorisme moral idiot, mais d'être sûr que plus jamais nous ne pactiserons, nous nous laisserons imposer d'idéologies qui portent sur les enfants. Parce que l'enrégimentement, on peut montrer un avenir à un enfant, mais on doit lui donner des voies d'accès à l'avenir. Ce n'est pas à l'adulte de se substituer à l'avenir, ni pour la sexualité, ni pour les définitions identitaires type genre ou autre. À un moment, il y a une frontière de l'intime qu'il convient de ne pas violer. Peut-être que dans cette affaire absolument répugnante, on pourra enfin peut-être en faire quelque chose. Vous voulez vous tenir au courant de nos événements? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.